on a une autre heure d'échange avec la salle. Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut prendre la parole? Je vais commencer ici, monsieur. Est-ce qu'il y a des micros à disposition du public? Voilà, pour monsieur qui est là-bas. Merci beaucoup. Présentez-vous peut-être en 2 mots et puis dites à qui vous adressez votre question. Alors, je suis Stéphane Decam, je suis le secrétaire général du CIAN, qui est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Et en fait, ma question s'adresse au panel, mais aux 2 messieurs qui ont l'air de bien connaître le terrain. En fait, moi, je suis effrayé de ce que j'entends. Enfin, effrayé, pas surpris, mais effrayé. Mais j'aurais aimé qu'on réponde à la question qui était celle de la conférence, c'est comment agir dans le bassin du Tchad. Parce qu'on a bien entendu l'état des lieux et tout ce qu'il y a autour, mais qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, ou rien. Voilà. En fait, c'est la question, c'est comment agir face à Boko Haram dans le bassin du Tchad. Marc-Antoine? Oui, alors, bon, je crois qu'une partie de mon discours était un peu claire sur le fait qu'il faut améliorer la réponse militaire, c'est-à-dire que actuellement, je ne crois pas qu'on pourra beaucoup progresser. On va avoir une dislocation du conflit qui risque de perdurer un petit peu avec, comme la Lord Resistance Army dans l'est de la Centrafrique, si vous voulez. Donc il faut améliorer la réponse militaire. Mais la vraie question pour vous, je pense, dans cette salle, c'est l'accompagnement social sur ce type de réponse militaire. Alors là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions et pas reprendre le discours de George Bush ou bien ce qu'on avait déjà du temps de l'Angleterre victorienne, pauvreté égale violence, donc lutte contre la pauvreté égale lutte contre le terrorisme. C'était le grand discours des Américains en 2003. Là-dessus, vous risqueriez d'être déçus, parce que si on suivait simplement la poverty line dans la région, Boko Haram aurait plutôt démarré à Difa, qui était plus pauvre que le Borno, en tout cas avant l'insurrection, ou bien dans l'état de Sokoto. Les données de 2010 montrent que l'état de Sokoto au nord-ouest du Nigeria était encore plus pauvre que le Borno. C'est plus le cas aujourd'hui parce que l'insurrection a complètement détruit le Borno. Enfin, pas complètement, mais en tout cas, elle a bien dévasté. Donc la poverty line ne suffit pas, si vous voulez. La pauvreté c'est l'arrière-plan qui peut alimenter le conflit, indéniablement, mais la mauvaise gouvernance, la corruption et les pratiques du gouverneur du Borno, je veux dire, il faut aussi les pointer. Donc là, il y a aussi un effort à faire sur l'organisation du politique, sur la redistribution des ressources, sur le fait que les ressources ne soient pas accaparées par une élite, notamment urbaine, au détriment des masses paysannes. Il y a toute une réflexion à faire, je crois, qui pointe aussi sur le fait que c'est pas parce que vous allez aider au développement de la région ou proposer une aide humanitaire que vous allez forcément permettre de réduire la violence. Je crois qu'il faut dissocier les deux. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, une partie de l'aide au développement, un petit peu comme du temps de la guerre froide d'ailleurs, est redesignée dans la lutte contre le terrorisme. Il y a vraiment une équation qui est faite entre lutte contre la pauvreté et lutte contre le terrorisme. Et ça peut être assez dangereux. À la fois parce que les temps d'inscription ne sont pas les mêmes. La réponse militaire, en principe, ça doit être du court terme et pas du long terme, alors que le développement, c'est vraiment très long. Et surtout que l'influence du militaire, alors je vous le disais déjà, le militaire, il peut être anti-développement, puisque les sanctions économiques, la répression, tout ça va plutôt à l'encontre des perspectives de développement. Mais en plus de ça, militariser l'aide au développement, si je puis dire, ça peut créer des risques d'ailleurs pour les acteurs humanitaires. C'est une discussion qu'il y a dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'accompagnement social de la réponse militaire est vu justement comme un grand dispositif stratégique, à ce moment-là, les acteurs humanitaires sont vus comme des acteurs qui visent à gagner les cœurs et les esprits de la population, pour reprendre les vieux termes des luttes contre-insurrectionnelles d'autrefois. Et à ce moment-là, ils sont mis en danger parce qu'ils sont vus comme finalement le bras social d'une armée. Donc là, je crois qu'il importe aussi de dissocier les deux. Surtout que la façon dont on perçoit aujourd'hui les besoins de développement à travers le prisme du militaire et de la lutte contre le terrorisme peut déboucher sur des contresens. Il y a un cas assez connu, c'est la question des écoles coraniques et les almajirai dans le nord du Nigeria, ces itinérants, etc. C'est-à-dire ça peut stigmatiser un ensemble de populations. Alors que moi j'ai interviewé, il faut aller au-delà de ça, évidemment. Tout le monde est d'accord pour dire que les écoles coraniques, aujourd'hui dans le Borno ou dans le nord du Nigeria, c'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais vous avez presque, voire plus d'enfants qui vont à l'école dans des écoles non gouvernementales coraniques, qui sont souvent itinérantes,
que des gens qui vont dans l'école publique qui était déjà inexistante à cause de la crise économique des années 80, enfin pour plein de raisons au Nigeria. Donc tout le monde est d'accord pour dire il faut faire du développement et essayer d'intégrer les écoliers de ces écoles coraniques, les Al-Majiraï, dans un cursus gouvernemental. Mais si vous modelez cette politique éducationnelle à travers le prisme du militaire, vous allez stigmatiser les Al-Majiraï. C'est un risque que l'on voit aujourd'hui très très fort au Nigeria en disant de toute façon, tous ces gens-là sont potentiellement des terroristes. Aujourd'hui, il y a un discours dominant au Nigeria, mais je crois qu'il traverse aussi d'autres régions d'Afrique, qui est de dire, de toute façon, les écoles du terrorisme, c'est l'école du terrorisme. Les écoles, justement, vous voyez, mon lapsus est révélateur, les écoles coraniques, c'est l'école du terrorisme. Et avec ce genre de paradigme, on va droit dans le mur, parce qu'à ce moment-là, on perçoit, finalement, il y a une façon de mettre en œuvre une politique de développement éducationnel qui va évidemment pas avoir l'assentiment des malams, qui sont les instituteurs de ces écoles coraniques, qui vont se méfier du coup, et puis qui en plus de ça risque de stigmatiser l'ensemble de ce groupe, alors qu'au contraire il faut d'autres approches évidemment pour les amener effectivement à accepter ce qu'on appelle un peu rapidement une éducation occidentale, parce que le nom Boko Haram c'est quand même très symbolique, c'est pas leur nom, c'est pas le nom du groupe, c'est le surnom qu'on leur a donné et qui renvoie à l'idée que l'école occidentale et Haram est un sacrilège pour les musulmans. Donc effectivement, si vous modelez ça dans des termes militaires, vous risquez de ne pas réussir à amener ces écoles coraniques dans un système éducatif plus performant. Donc je crois que c'est important de dissocier les deux. Très bien, on va prendre une deuxième question. Je pense qu'on n'a pas pu répondre à l'ensemble de comment agir là-dessus, mais je pense qu'au fil des réponses, on arrivera peut-être un peu plus loin. Oui, monsieur. Ok, merci, bonsoir. Moi, c'est Lassina Bamba. Je suis le président de l'association PQT Développement en Afrique. Je me réjouis d'une telle conférence. En même temps, je m'interroge. Parce qu'on a parlé des différentes approches, des différentes interventions des armées à ce niveau. Et quand j'analyse la situation, il y a plusieurs acteurs au développement qui interviennent. Ce qui m'amène à me poser la question de savoir quelles sont les approches de ces différents acteurs aux aides au développement dans ces différentes régions. En même temps, la place de la population et des organisations locales dans ce processus de recherche de solutions. Quiz, le rapport avec l'État. Parce que nous sommes sur des territoires, effectivement, que l'aide au développement international avec les acteurs humanitaires reste importante, mais la place de l'État qui revient toujours dans les débats, quel est le rapport de l'État avec ces acteurs humanitaires? Et est-ce que, finalement, on peut aider des gens sans tenir compte de la sociologie et de la culture de la localité? Et enfin, la place de la diaspora dans toutes ces actions. Parce que quand on sait que tous les acteurs ont montré que la diaspora, notamment africaine, reste le premier partenaire au développement de l'Afrique, quelle est la place de la diaspora dans ce dispositif d'aide au développement local? Merci. Hélène, je pense que c'est pour vous. Alors, je vais commencer par essayer de répondre à la dernière question qui est la plus compliquée sur la diaspora. Les régions dont on parle ne sont pas forcément des régions à partir desquelles il y avait une forte migration. Donc il n'y a pas nécessairement une forte diaspora, ou alors en tout cas les migrants par exemple de Difa allaient soit en Libye, soit au Nigeria. Pas de peau, voilà. Donc ça limite un peu en termes... Oui, non, c'est très vrai pour certains pays, mais c'est moins vrai pour les zones vraiment périphériques à la crise Boko Haram. Ensuite, bien évidemment, les interventions de développement doivent s'appuyer à la fois sur les populations locales et les organisations de société civile locales. C'est bien effectivement ce qui est prévu à ce stade, et travailler avec les gouvernements locaux. Alors, on ne peut pas tout faire, il y a un retard de développement. Il y a des services de l'État qui sont présents dans ces zones, qui sont de bonne volonté, mais qui ont très peu de moyens. Et ce n'est pas avec un projet, c'est vraiment un travail de long terme pour, comme le disait Marc-Antoine, rééquilibrer aussi les ressources des États, puisque ça doit partir aussi des États centraux. Donc les projets au développement doivent se faire en concertation et avec les États centraux et avec les autorités locales sur place. Mais c'est un travail de longue haleine. Ce qui est prévu pour l'instant, ce vers quoi s'orientent toutes les discussions, que ce soit au niveau de l'AFD ou au niveau d'autres bailleurs, c'est de dire on est dans des zones où l'État reste peu présent, donc il faut qu'on travaille avec des ONG, y compris des ONG internationales qui aient des capacités de porter des projets de large ampleur. Mais il est nécessaire que ces acteurs-là travaillent en collaboration, associent des organisations locales pour renforcer leurs capacités, puisque bien évidemment la vocation d'un acteur d'aide au développement, que ce soit un bailleur ou une ONG, c'est de ne pas rester, c'est de partir.
Donc c'est quelque chose qu'il est tout à fait prévu de demander dans le cadre des interventions qui vont être menées sur la région Lac-Tchad. Voilà, si j'ai bien compris, la langue des signes de Nicolas Courtin d'Afrique contemporaine, qui d'ailleurs co-organise cette conférence, il faut qu'on prenne 3 questions et qu'on y réponde successivement. Donc on va faire comme ça, monsieur ici, et puis on prendra 2 autres questions. Ensuite, les panélistes répondront à 3 questions à la fois. Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, bonsoir. Il y a la question des approches des acteurs internationaux sur la question, parce qu'on dit qu'il y a une différence d'approche pour les militaires qui sont essentiellement sur le terrain. Maintenant, les acteurs des aides humanitaires qui interviennent sur le terrain, quand on voit, il y a MSF, il y a Croix-Rouge, il y a HCR qui interviennent généralement sur la même zone. Quelles sont eux-mêmes déjà les interactions entre ces différents acteurs et leurs différentes approches par rapport aux problèmes posés? Voilà, ça c'était pour moi. Donc, au niveau humanitaire, il y a la coordination humanitaire qui doit se faire, qui, je pense, dans les 4 pays est encore à améliorer. Mais normalement, donc, il y a un système de cluster ou quelque chose, ou une structure pareille, où on a donc un lead qui est partagé entre le gouvernement et les systèmes des Nations Unies et les ONG. Justement, pour avoir une meilleure idée qui fait quoi et pour répartir les tâches parce que les ressources sont limitées et les besoins sont importants. Donc, ça se joue au niveau national et c'est le même système au niveau des sous-régions. Ce qui est important, et je profite que j'ai vraiment le microphone, et vraiment pour souligner, même s'il y a une coordination qui est nécessaire avec le gouvernement qui a, et je répète, la responsabilité primaire pour couvrir les besoins de leur propre population, même si cette coordination est importante, l'action humanitaire est indépendant et il est vraiment dirigé par le principe humanitaire de base. C'est aussi pour enchaîner un peu la réponse, parce que je n'avais pas l'occasion de répondre à la première question. Cette différence, il est vraiment primordial. L'aide humanitaire ne peut pas être instrumentalisée et elle se dirige seulement selon le principe humanitaire. Ce n'est pas une aide au développement, ou peut-être il y aura certaines tendances de l'utiliser pour des efforts de stabilisation. L'aide humanitaire, pour l'aide humanitaire, c'est pas le cas, ça peut pas être le cas et ça doit pas être le cas. Elle est seulement basée sur le besoin le plus vulnérable. Pour l'aide humanitaire de la Commission européenne, ça c'est le cas. Ok, merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Georges Senot, consultant international. Alors ma question première sera un peu provocatrice et la deuxième un peu plus fondamentale. La provocation, c'est bizarre, il n'y a aucun des représentants des 4 pays concernés sur l'estrade, pour donner le point de vue de chacun de ces pays. Oui. Et 2, si j'ai bien compris, à terme, ce qui serait formidable, c'est que le lac Tchad, ça sèche. Ça libérerait des terres fertiles extraordinairement. Il y a un excellent travail qui vient de sortir, qui est l'Atlas du lac Tchad. Et je vous le conseille de le lire, parce qu'en plus il est joli, il y a des dessins, il y a des cartes et tout ça. Et là, vous aurez toute l'explication que je ne peux pas vous faire en 2 minutes pour vous convaincre. Mais donc, achetez l'Atlas. Donc vous êtes contre le projet interafricain Totalement, mais c'est une folie. Oui, c'est une folie. Ils ont fait une conférence à AFP il y a 1 an. Et elle était très bien avec vous, monsieur Senior-Boss. Avec vous, vous êtes 2 super chercheurs. C'est gentil. Une caisse de bière pour monsieur. Un exemplaire gratuit de Et un exemplaire gratuit de l'Atlas. Non, franchement, c'est une volonté pour les États et les pays de faire de grands projets dans lesquels les gouvernements vont se gaver. Mais techniquement, on ne sait pas trop où on va avec l'Ubangui qui serait amené sur le lac. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Quand je vous dis que les populations et tout le monde étaient très contents de l'état de moyens lacs et de petits lacs, et non pas de grands lacs, c'est qu'il y a des intérêts économiques qui fonctionnent très bien, nonobstant le fait que Boko Haram se soit mis sur cette affaire. Oui. Voilà.
Et pour compléter, ce projet de canal aurait aussi des répercussions en termes environnementaux qui sont absolument pas du tout évaluées et connues au jour d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui présente d'énormes risques. Après, la question n'est pas de laisser le lac s'assécher pour continuer à bénéficier du marnage. C'est plus une question de gestion de la ressource, de dire on a cette eau qui est partagée entre 4 pays. Donc il y a la CBLT qui est là aussi pour chapeauter ça et qui est la charte de l'eau qui a été élaborée. De dire on a une eau qui a des usages multiples, qui est utilisée pour l'élevage, pour l'agriculture, pour la pêche. Donc comment réguler l'accès pour tout ça? Comment éviter que les engrais ou les pesticides qui sont utilisés pour l'agriculture aillent contaminer l'eau du lac avec des répercussions néfastes sur l'élevage et la pêche? Donc c'est vraiment une question plutôt de gestion de la ressource. Oui, Ok. j'ai le microphone. Allez-y. C'est un peu la même question. Je suis journaliste, je m'appelle Conquilla. En fait, j'étais à quelques sommets au sujet du lac Tchad, avant même que Boko Haram prenne les proportions qu'il a prises. Il était déjà là, mais ce n'est pas à ce niveau. Et par exemple, comment dit-on, les organismes d'aide au développement italiens étaient engagés au premier plan. L'ancien Premier ministre italien a dirigé une de ces réunions avec le président nigérien, Obasanjo, et plein d'autres. Et les études qui ont été présentées à nous, journalistes, étaient très détaillées sur la façon de procéder pour justement remettre un peu d'eau dans ce lac qui dessèche. Et donc on a vu comment sur 40 ans il est en train de disparaître. Les Nigériens ont fait plusieurs interventions montrant le danger que cela représente. Donc je suis étonnée d'entendre soudainement que cela n'a aucune importance, d'autant plus que la BAD avait proposé de financer à l'auteur de 100 millions de dollars sur peut-être plusieurs années. Et non, ce que je veux dire... Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il semble qu'il y ait un manque de coordination entre tous les intervenants sur un sujet qui peut paraître comme une priorité, et vous nous apprenez que ce n'est pas le cas du tout. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que le lac ne s'assèche plus, effectivement. Alors, il y a eu un travail très complet qui a été fait par l'IRD, qui a été présenté à la COP 21, pour démontrer justement qu'on n'est plus dans une situation d'assèchement, que c'est un lac qui connaît de toute façon des variations cycliques. Ensuite, je me permets d'ajouter quelque chose, parce que j'ai beaucoup appris en lisant cet atlas, et je parle du haut de mon incompétence, parce que moi je ne suis pas hydrologue, mais je me renvoie à mes collègues, et notamment Lemoyle de l'IRD, c'est que le baseline qu'on utilise en 1960, c'est une période de floods, d'inondations, si vous voulez. Donc on a utilisé une période de crue maximale, un petit peu comme si vous preniez la Seine il y a un mois, et vous dites ça c'est le niveau normal, et ça sèche. Donc attention, il faut voir que ce lac, historiquement, mais même au 19e siècle, ça n'a jamais été qu'une espèce de grand étang, ça n'a jamais été le lac d'Annecy ou le Bodensee, si vous voulez, la profondeur est très très faible. Donc c'est plutôt là où se peut jouer du développement, c'est dans les marécages, dans les lisières C'est ça que mes collègues essayent de dire, je crois. Mais en tout cas, rassurez-vous, le lac ne s'assèche plus, c'est fini ça. Donc voilà. Est-ce qu'il est en train de regagner en eau? Là, je laisse. Les bureaux d'études étaient des bureaux d'études italiens, bien sûr. Donc à Milan, ils ont beaucoup forcé sur là-dessus. Je les connais et on a eu des conflits là-dessus. Mais là, en étant du côté italien, c'était un peu... Il y a un parti pris. Très bien, on va passer aux questions suivantes. Il y en a beaucoup, je crois. Donc, une question là-bas au fond. Oui, monsieur, vous avez le micro. Je vous laisse poser votre question. On en prendra 3. Hein. Allez-y. Oui, je complète la question de monsieur qui était là, qui voulait savoir pourquoi il n'y a aucun représentant de ces pays concernés qui soit dans la salle, par exemple un ambassadeur ou quiconque. Alors, je réponds tout de suite, monsieur, et après on passe à autre chose. Vous avez ici la fine fleur de ce que les chercheurs français représentent sur toute la région. Et voilà, ce n'est pas un colloque international, c'est un colloque de chercheurs français qui sont rassemblés ici. Et je pense que vous avez... nous, on a passé le Monde Afrique, les articles de ces deux chercheurs en tout cas, et ça nous a valu des compliments, y compris dans les pays anglo-saxons, y compris en Afrique même. À N'Djamena, il y a des gens qui ont lu ces articles et ils ont trouvé formidables. Donc vous avez affaire à des gens qui connaissent très bien leur sujet, et je pense que c'est ça qui est important pour cette conférence. Ce n'est pas d'avoir des gens qui soient du Nigeria ou du Tchad ou d'ailleurs. Et par ailleurs, le plus grand absent ici ce soir, c'est Boko Haram qui n'a pas répondu à nos appels au téléphone. Voilà. Non, mais c'est juste pour savoir si
puisque jusque-là, on ne parle que de l'armée de Boko Haram et on ne parle pas de négociation. Est-ce que parmi vos démarches, vous avez appris que un des États au moins essaie d'entrer en négociation avec Boko Haram? Par exemple, même pour les 200 filles qui ont été enlevées, on n'a toujours pas su s'il y a des négociations ou non. Voilà. Ça, c'est une bonne question. On la garde. On répondra donc à 3 questions en même temps. Il y a beaucoup de gens là-bas qui veulent poser des questions à l'autre extrémité de la salle. Un micro pour eux, s'il vous plaît. Merci de me donner la parole. Alain Gervais, géographe. Donc j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est que vous n'avez pas parlé des conséquences pour, par exemple, N'Djamena, où les prix ont augmenté de la crise, les conséquences de la crise, où les prix ont augmenté de manière significative depuis la fermeture de la frontière avec le Nigeria, parce qu'il y a beaucoup de produits qui venaient du Nigeria, et ça pèse énormément sur la population, qui est vraiment, la vie est très très dure à N'Djamena à cause du prix élevé des denrées alimentaires. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est pour éliminer Boko Haram, si on pouvait réussir à éliminer Boko Haram, est-ce que le meilleur moyen, ce ne serait pas d'essayer d'assécher l'approvisionnement en armes? Puisque le Nigeria du Nord est quand même une zone enclavée. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment ils s'approvisionnent en armes. On sait que bon, il y a beaucoup d'armes qui viennent de Libye, à cause de l'effondrement de la Libye, et peut-être qui viennent aussi du Nigeria. Mais moi, j'aimerais bien une réponse sur cette question. Question suivante, on prend une troisième. Où est-ce que... Voilà, monsieur là-bas, au fond, un micro. C'est une question rapide que je voudrais poser à monsieur Signobos, qui connaît apparemment très bien le Nord Cameroun. Grosso modo, je dirige le comité de libération des prisonniers politiques et la plupart viennent du Nord Cameroun. Et j'ai souvent, ces derniers temps, j'ai une crainte en fait. C'est que l'exploitation politique du phénomène Boko Haram devienne pour les prisonniers politiques que je défends un problème de vie en fait, parce qu'on a eu le président de l'Assemblée nationale du Cameroun qui a asséné pendant des mois et des mois qu'il y avait un Boko Haram camerounais, en pointant du doigt, en indexant un certain nombre de prisonniers politiques. J'aimerais savoir comment les populations sur place où vous êtes vivent ce phénomène et comment voyez-vous dans les mois qui viennent, comment ça va se résoudre au niveau du Cameroun, je veux dire. Merci. Très bien, merci. Donc on a 3 questions. La première sur peut-on négocier avec Boko Haram? On prendra les questions suivantes après. Peut-on négocier avec Boko Haram? Qui veut répondre à cette question? Marc-Antoine, Christian? Oui, on peut, et j'irai pas plus loin. Je vais très très vite faire sur la question de l'augmentation des prix à N'Djamena, parce que c'est un peu la même question que sur FIFA. Pardon, juste... Je n'ai pas le droit de répondre aux autres. Non, négocier. On peut négocier. D'accord. La question des prix, je pense que c'était plus une remarque qu'une question. La question des armes. Allez-y. Une question parce qu'elle se pose aussi pour la région de Difa, si vous voulez. Évidemment, s'il y avait une concertation, il faudrait créer des corridors. Il ne faut pas que cette guerre contre Boko Haram affecte les populations civiles. Donc il faut que N'Djamena puisse commercer avec Maïdougouri. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des corridors. Il faudrait que ça soit intégré dans le paradigme. Après, il y avait la question des armes. Peut-être juste pour compléter sur le corridor, il y avait un article ces derniers jours dans un des journaux du Tchad où justement les commerçants de bétail du Tchad essayent de négocier et avec l'armée tchadienne et du coup négocier côté nigérian pour pouvoir renvoyer le bétail sur Maïdougouri. Donc apparemment, ils sont arrivés à un accord avec l'armée tchadienne, mais c'est pas encore fait côté nigérian. Donc tout ça implique d'avoir vraiment une coordination entre les États qui est pas très simple. Les armes... Sur les armes, moi je veux bien dire un mot, parce que les armes, je vous le disais, je veux dire, en face, il n'y avait rien. Je veux dire, l'armée nigériane décampait. Donc les armes, elles viennent du Nigeria. Arrêtons de fantasmer sur les effets et les conséquences de la crise de Libye. Oui, il y a beaucoup d'armes en circulation dans la région. Certaines passent par le Tchad, etc. Mais fondamentalement, et notamment ce qu'on voit sur les vidéos de Boko Haram, parce qu'il faut chercher les preuves après, hein, c'est des armes qui sont prises sur l'armée nigériane qui ne combat pas. Et pourquoi l'armée nigériane ne combattait pas? Elle combat un petit peu plus maintenant, mais pas tant que ça, en fait. Et elle tient pas le territoire, c'est parce que c'est très corrompu. Donc les soldes des soldats sont détournés, les coûts, enfin les procurements pour les armes aussi sont détournés, donc les soldats sont très très peu armés en réalité, et en plus de ça, comme les soldes sont détournés, les officiers se méfient des hommes du rang, et du coup, ils ne leur fournissent que peu de munitions. Donc moi j'ai des histoires qui me sont racontées où dans une caserne, le soldat il a 4 balles
dans son chargeur. Donc il en tire 2, puis après il s'en va et il laisse tout. Donc effectivement, regardez les vidéos sur l'attaque de Giwa Barak, etc. Je veux dire, Boko Haram, il n'y a qu'à se servir. Les armes, elles viennent, il faut à chaque fois, arrêtons un peu de regarder toujours sur l'extérieur, sur le global, sur le grand djihad, etc. L'approvisionnement en armes de Boko Haram, il vient essentiellement du Nigeria. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, vous n'aurez pas quelques armes qui viendraient du Tchad ou de Libye, hein, pourquoi pas. Mais fondamentalement, ça vient là. Mais personne va vendre. Mais vous avez des gens qui pillent pour se nourrir. C'est pas des bons clients, Boko Haram. Vous n'allez pas leur vendre des armes. Alors après, il y a énormément de fantasmes. Il y a tous les blogs nord-camerounais qui s'agitent ou sud-camerounais qui s'agitent sur la France soutenant Boko Haram, livrant des armes. C'est plutôt sud-camerounais. Voilà. Et ça vient d'une histoire qui était que quand Boko Haram est rentré dans la clandestinité, quand leur leader, le gourou de la secte, a été exécuté sans autre forme de procès par la police, le groupe rentre dans la clandestinité en 2010 et du coup commence à se financer par des attaques de banques qui ne pouvaient plus lever de fonds à travers la mosquée, si vous voulez. Donc ils se criminalisent, ils attaquent des banques sous prétexte qu'elles ne pratiquent pas la charia, etc. Et puis ils volent des beaux 4x4 à Maïdougouri qui sont revendus au Tchad, ou échangés plus exactement, auprès, c'est le récit que j'ai d'un interlocuteur à Maïdougouri, qui sont échangés contre des armes au Tchad. Ces 4x4 volés à Maïdougouri sont échangés contre des armes au Tchad. Qui fournit en armes l'armée tchadienne, rappelez-moi? Parce que voilà, ça explique comment, dans certains camps de Boko Haram, vous pouvez avoir des armes françaises. C'est évidemment pas la France qui fournit en armes Boko Haram. Donc il faut à chaque fois bien remonter un petit peu ces histoires et voir les dynamiques locales. Très bien, je crois que... Très global. Merci beaucoup. On va passer donc juste à la question sur les opposants ou les prisonniers politiques camerounais. Ça, c'est une question un petit peu difficile parce que... merci de l'avoir posée, comme on dit, mais je veux dire, pour la réponse, c'est quand même assez difficile parce que on a tout un contentieux nord-sud qui dure depuis longtemps, fantasmé depuis aussi l'indépendance. Donc on veut déjà dans le sud, on ne voit les gens du nord que comme des Haoussa, donc c'est déjà un peu difficile. Et donc on va mettre facilement sur des gens stigmatisés, comme on dit, le faciès Boko Haram. Ça c'est un vrai problème parce qu'il y a ceux qui vont croire réellement qu'il y a collusion avec Boko Haram et ceux qui vont faire semblant de croire qu'il va... Parce qu'on est quand même dans un véritable souci. On est un peu au Cameroun dans une succession de fantasmes qu'on n'a jamais réglés. Par exemple, quand les soldats de l'armée ou du BIR attaquent, ceux du Legadamayo, vous comprenez ce que je veux dire, pensent que, c'est-à-dire les gens qui viennent du Sud, pensent qu'ils sont suspects de ne pas aller jusqu'au bout et de décrocher. C'est vrai, c'est pas vrai. Bon. Ensuite, comme il y a eu un coup d'État après que le président Biya, par des gens du Nord, ait été élu, on imagine toujours qu'il peut y avoir un coup d'État du Nord. Ce qui fait que certains sudistes dans les casernes qui voudraient monter pour combattre dans le Nord, on les garde quand même au Sud. Ça devient très compliqué. Alors j'imagine, à plus forte raison, les prisonniers qu'on doit avoir, ce qu'on peut leur appliquer et comment les défendre. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas simple. Très bien. Vous souhaitiez, Suzanne, intervenir sur... Oui, juste sur la question du prix, qui est vraiment une question très, très importante. Et si on regarde un peu les chiffres à ce moment-là, le prix des produits de base à travers de toute la région ont augmenté entre 30 et 50%. C'est à cause de l'interruption de routes de commerce, parce que la récolte n'était pas bonne, parce qu'il y avait l'effet El Niño, parce que le champ n'est pas cultivé. Mais ça veut dire que ça remet une couche aux personnes qui sont déjà vulnérables pour avoir accès, une autre difficulté pour avoir accès aux aliments. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas très vulnérables pour l'instant. Avec ce problème de l'augmentation des prix, il devient beaucoup plus vulnérable. C'est pour cela, de nouveau, vraiment mon plaidoyer. C'est excellent d'avoir un échange des analyses sur Boko Haram, les tendances, le fantasme, les réponses militaires. Mais je pense qu'il est vraiment important et on a l'obligation de se focaliser sur la réponse qu'on donne aux personnes vulnérables. Je pense que c'est là notre point d'entrée. Je pense que là, on a vraiment la responsabilité collective de construire notre approche sur le Lake Tchad autour de personnes qui ont besoin d'assistance.
Très bien, on va prendre... oui, juste, je voudrais rajouter là, ce que vous dites, c'est que c'est quelque chose qui apparaît forcément aux gens qui vivent dans cette région. Et je vois les gens de l'Université du Tchad et les jeunes chercheurs, dans leur revue Kaliao, se sont justement... on fait énormément d'articles s'interrogeant sur tout ce qui était dégradé au niveau économique. Et c'est vraiment leur gros problème. Et on se ferait bien de regarder ce qu'ils ont écrit parce que on sait très bien que c'est un problème de circulation. À partir du moment où Boko Haram est lié à la moto chinoise. Dès que vous allez avoir une moto, vous pensez qu'il y a Boko Haram derrière. Dès que vous voyez passer une moto, c'est suspect. Donc, vous l'arrêtez. Si le type a un sac de riz parce qu'il va alimenter sa grand-tante qui est là-bas, non, il va alimenter un camp de Boko Haram qui est là dans les mimosées, là. Donc, on ne circule plus. Il faut comprendre que dans ces zones-là, on ne circule qu'en convoi suspect et tout ce qui aurait pu être un développement à partir de la moto, un développement économique remarquable, n'a pas pu se faire parce que suspicion derrière cet engin. Merci. Alors, 3 autres questions. Tout là-bas au fond. Oui, Hugues Zinsou, je suis béninois. Et je vous semblais dire que l'intervention des armées étrangères ne sert à rien parce que c'est un combat local. Si je vous écoute bien, ce que j'ai compris. Ce qui est quand même assez, disons, n'est pas vrai, dans la mesure où les pays limitrophes ont décidé de s'en mêler en envoyant des troupes, vu que dans tous ces pays-là, il y a une sévère restriction des libertés, c'est-à-dire qu'il y a des checkpoints, il y a des couvre-feux, il y a des interventions dans les élections, dans la vie courante, dues à ce conflit-là avec Boko Haram. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment un problème local de déplacement de population. Et puis, si vous pouvez aussi revenir sur ce syndrome de Stockholm que vous expliquez, c'est-à-dire que les victimes finissent par devenir les amis de Boko Haram, je n'ai pas très bien compris. Très bien. Une autre question. Ah, là-bas aussi, on va prendre... Enfin, il a le micro, donc allons-y. Je m'appelle M. Alat Mbaye Ngarsaïna, un médecin cardiologue. Je suis formé ici, au CH de Paris. Comme vous avez parlé d'un représentant, pas besoin d'un représentant pour assister à une très bonne rencontre des gens qui parlent de notre région. Je suis très content. Mais ce qu'il a, c'est que je ne suis pas de la région, je suis plutôt au sud du pays. Bon, compte tenu de la situation de mon pays, je mets sur pied, en fait, je suis en train de mettre sur pied une association qu'on appelle Boloman. Boloman, ça fait fontaine, quoi. Et en dehors de ça, j'ai fait de manuscrits que j'intitule Tchad, la démocratie en gestation, qui sera bientôt édité par l'Harmattan. Donc, si vous voulez bien vous noter les titres de mon ouvrage, très bien, que vous allez bientôt lire à la rentrée. Mais en réalité, bon, concernant la lutte contre Boko Haram, moi je vois qu'il faut lutter d'une manière, il faut mutualiser les efforts que de deux côtés, hein, en Europe aussi bien qu'en Afrique. Donc, militairement parlant, pour qu'il y ait une lutte efficace, il faut que l'armée ait une éthique. Dans les 4 pays, il faut une armée absolument une éthique, c'est-à-dire qu'une armée bien formée, bien disciplinée, pour combattre en tout cas d'une manière très confortable Boko Haram. Très bien, merci monsieur pour ces remarques. Une autre question qui ici devant, voilà, le monsieur chemise blanche au 2e rang. Merci, monsieur Gallien. Il y a des points dont vous n'avez pas beaucoup parlé. D'abord, le fait que le Nigeria est un État fédéral, c'est-à-dire que le Bornou est relativement indépendant du reste du pays. Comment est-ce que ça joue? Vous n'avez pas non plus parlé de l'influence de la conquête par Ousmane Dan Fodio du nord Nigeria, qui a tout de même joué un rôle dans l'islamisation très forte de l'est du Nigeria. Enfin, à part ça, en tant que je suis ingénieur d'irrigation, le projet de remise en eau est discutable et c'est pas aussi simple ni contre ni pour.
Bon, on va répondre à ces questions-là. Donc, les armées étrangères, utiles, pas utiles Bon, de toute façon, il n'y a personne sur les rangs pour intervenir. Hein. Voilà. Donc la question, elle est vite évacuée. Et puis, je pense que ça ne serait pas une bonne chose, effectivement. Ça va aggraver la situation. Non, on va répondre pour Sokoto, parce que c'est moi aussi, l'histoire voilà, et c'est Ousmane bien Danfodio. et tout ça. Mais vous savez, le gros problème, justement, c'est que Sokoto, c'est une islamisation du pays Haoussa au niveau du début du 19e siècle. Mais le Bornou, c'est quand même bien autre chose. C'est quand même le premier royaume musulman d'Afrique au XIIIe siècle. C'est la lignée Sefawa, c'est la plus grande lignée au monde. Même la reine de Saba n'a pas fait autant. Et là-dedans, on a encore entre 12 et 18 Meïs qui sont allés faire le pèlerinage à la Mecque. Donc on a un gros conflit, et ça c'est... toi qui as fait un papier sur l'histoire justement de Boko Haram, entre ça, c'est-à-dire on a un affrontement entre deux groupes qui se sentent missionnés par Dieu. D'une part, les Peuls qui partent du Fouta Djallon, Fouta Toro, et qui ont fait ô combien de royaumes théocratiques, plus ceux qui n'ont pas marché. Et puis on a un Bornou qui était là, au centre du Bilad el-Soudan, qui a apporté l'islam. C'est ce qui explique que ça marche pas très bien aussi entre les deux communautés, qu'on a une concurrence, là encore, entre les Modibé Peuls et les Goni, et les Goni bornouans, bien sûr. Et ça fait longtemps que ça dure. C'est pour ça que les Peuls regardent ce qui va se passer avec ces djihadistes besogneux de brousse, avec leurs Goni, ceux qui apprennent le Coran, qui le récitent, qui savent le vocabilisent, alors que eux sont plus dans d'autres choses. Et le complément, c'est ce que va vous dire... Non, le complément sur... effectivement, la grande référence de Boko Haram et de Mohamed Youssouf, le fondateur de la secte, c'est Ousmane Danfodio. C'est pas du tout Daesh, qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque. Mais si vous voulez en savoir plus, là, je vais faire le salesman, acheter Afrique contemporaine et tout ce que vous voulez savoir sur Sokoto et Borno, vous l'aurez dans mon papier. Après, sur la question d'un État fédéral par rapport à un État centralisé, ça c'est très intéressant parce qu'on pouvait se dire, tiens, il y en a un qui est moins efficace que l'autre. Et c'est un peu moi, mais avec ma culture républicaine jacobine, la façon dont je voyais un peu les choses. Même à Difa, je trouvais que l'administration locale fonctionnait quand même mieux que du côté bornouan nigérien, si vous voulez. En réalité, c'est vraiment les pratiques politiques qui, à mon avis, habitent les systèmes fédéraux ou centralisés et qui leur donnent de l'efficacité ou pas. Parce que, par exemple, alors effectivement, du temps de Goodluck Jonathan, qui donc a été défait aux élections en 2011, qui était un chrétien originaire du sud du Nigeria, il était complètement en désaccord avec le gouverneur... 2015, oui. Ah, pardon. En 2015, il était complètement en désaccord avec le gouverneur du Borno, et quand le gouverneur du Borno disait il faut aller à droite, Goodluck Jonathan à Abuja disait il faut aller à gauche. Alors, comment mener une lutte contre Boko Haram dans ces cas-là? C'est à peu près impossible. Donc on voyait qu'il pouvait y avoir des frictions extrêmement fortes qui effectivement découlent entre autres de la très relative autonomie des États fédérés au Nigeria. Mais quand on regarde le Cameroun, qui est un pays beaucoup plus centralisé, et où tout le monde est dans l'attente de la parole du chef, mais qui ne vient pas. Le chef ne dit rien. Eh bien, on est dans un complet immobilisme. Ce qui fait que le préfet, qui est dessaisi, et là on a le même phénomène de militarisation que dans le Borno au Nigeria, et que vous ayez un État fédéral ou centralisé, ça ne change rien, le préfet est dessaisi, il attend la parole de Douala, ou de Yaoundé, pardon, mais qui n'arrive pas. Donc il ne prend aucune initiative. Et donc vous pouvez avoir un État centralisé, mais qui n'est pas plus efficace dans sa réponse, parce que c'est les acteurs locaux qui savent le mieux quand même, hein, toujours. Hein. C'est pas nous à Paris, clairement. Mais là, je pense que la forme de l'État, qu'elle soit fédérale ou centralisée, importe moins que les pratiques du politique. Hein. Et ça me paraît assez important. Alors c'est vrai que dans le Borno, maintenant, l'actuel gouverneur est complètement en phase avec Mouhamadou Bouhari, élu donc en 2015, je sais pas pourquoi je dis 2014. Donc effectivement, là, il y a quand même une amélioration de la réponse de ce point de vue. Au moins, il n'y a plus ces couacs assez terribles. Mais ces couacs, vous les retrouvez à l'intérieur du Borno. Il y a eu des élections partielles à la fin de l'année dernière sur un des 3 sénateurs du Borno, et le sénateur qui a été élu disait c'est faux de dire que Boko Haram a été techniquement défait. Et Chetima, qui est le gouverneur du Borno, lui a rabattu le caquet, donc aujourd'hui on n'en entend plus parler. Mais on voit bien qu'il y a des couacs, c'est-à-dire qu'il y a de la remontée d'informations par le local qui dément
la version que propage le gouvernement au niveau central. Mais je ne crois pas que ça soit dû tant à l'organisation fédérale qu'aux pratiques politiques et puis effectivement à la loi du nombre. C'est-à-dire que le Nigeria, c'est quand même un gros pays, donc c'est difficile de tout maîtriser, d'avoir un régime autoritaire. C'est pas une dictature, le Nigeria. C'est pas, il y a une liberté de la presse, on parle quand même, c'est quand même pour moi beaucoup plus démocratique, excusez-moi. Il y a eu quand même l'opposition qui a gagné les élections en 2015. J'ai pas bien vu ça au Tchad ou ou dans d'autres, on va pas les nommer. Mais non, c'est beaucoup plus démocratique. Mais c'est aussi dû au fait qu'effectivement, une dictature, c'est plus facile de contrôler 4 à 5 millions d'habitants que 180 et demain 450. Donc effectivement, la loi du nombre explique aussi le pluralisme nigérian, si vous voulez. Et du coup aussi ces voix discordantes, mais qu'on voit d'une certaine manière un petit peu aussi, quand tu le disais, entre Sud Cameroun et Nord Cameroun, on n'a pas du tout la même vision du phénomène Boko Haram. Ça aussi, on le voit très très fort au Nigeria. Ce qu'on écrit dans la presse à Lagos n'a rien à voir avec ce qu'on en dit dans le Borno, très clairement. Donc attention aussi, dès que vous avez de l'information sur Boko Haram, regardez quelle est la source, d'où ça vient, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel il y a des informations complètement contradictoires, c'est Boko Haram. C'est très impressionnant. Ok, il nous reste 10 minutes, on va reprendre une série de 3 questions. Monsieur ici, au premier rang. Dans cette période où l'administration française a déclaré que toute la zone était rouge, et donc les déplacements sont très très difficiles, je voulais savoir si l'AFD pouvait continuer à poursuivre ses projets, et éventuellement si elle était dans l'état d'esprit de mettre en place de nouveaux projets. 3 questions, donc voilà. Monsieur au fond là-bas, avec le t-shirt bleu. Bonjour, Amir Genan de Caritas. C'est par rapport à la réponse de M. Pérouse, par rapport à la négociation. J'aimerais qu'il développe un peu plus, parce que le oui était un petit peu lapidaire. Pas possible ? Bon. Du coup, on peut toujours avoir des... En fait, la question, pardon, je vais préciser, mais c'est peut-être Mme Malone, dans ce cas, qui pourrait me répondre. C'est par rapport à l'accès humanitaire, vous vous doutez. Merci. Très bien. Et puis, une 3e question ici, voilà, au 2e rang. Je sais que ce n'est pas le cœur de vos recherches et votre sujet, mais est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques semaines ou quelques mois, les pays se coordonnent mieux ? Est-ce que le fait que le Tchad soit intervenu rapidement à Bosso, est-ce que ça a vraiment un sens ? Voilà. Et est-ce que vous avez parlé de financement de l'Union africaine ? Vous n'avez pas été beaucoup plus loin en ce moment. Comment ça fonctionne ? Qui paye ? Et comment ça se passe au niveau de la coordination ? Très bien. Alors, première question, c'était monsieur sur les accès pour vous sur le terrain. Ouais. Alors oui, effectivement, l'AFD, on a certaines contraintes, mais l'idée est bien de faire des projets dans ces zones-là. On a un gros projet en préparation qui sera un projet régional sur les 4 pays riverains du lac. Ça s'accompagne aussi sur des projets qu'on a déjà en cours dans les pays ou sur de nouveaux projets justement de mise en cohérence avec ce qui est fait sur cette zone du lac Tchad, ou à moyen terme éventuellement de faire des projets d'investissement plus structurants dans ces zones pour justement accompagner ce développement économique et cette meilleure répartition des ressources entre les différentes régions des pays. On peut avoir des contraintes d'accès dans certains pays. C'est vrai qu'en ce moment, si on demande à l'ambassade de France au Nigeria qu'on dit qu'on va aller à Maïdougouri, ça va être un peu compliqué, mais on est allé à Bol, on est allé à Difa. Je pense que aller à Maroua reste possible. On est contraint dans certains cas parce qu'on va être obligé de se promener avec des escortes et que c'est vrai que c'est pas toujours la meilleure manière d'aller sur le terrain dialoguer avec les gens. Mais néanmoins, je pense qu'on a une volonté très ferme de travailler dans ces zones et de trouver le meilleur moyen de le faire, oui. Ok, 2e question, on va peut-être vous, Madame Malone, sur la négociation avec Boko Haram pour négocier un accès humanitaire. C'était la question de Monsieur de Caritas là-bas. Ça dépend des organisations. Voilà, la Commission européenne ne négocie pas avec Boko Haram et peut-être il y a des négociations de certaines organisations, on ne sait pas. Mais ce n'est pas une entité de l'État. Très bien. Sur la négociation avec Boko Haram, je crois Marc-Antoine ne voulait pas aller plus loin, mais vous aviez quelque chose à dire, non, Christian ? Pas vraiment, mais à un moment donné, Bouhari a pensé pouvoir traiter à travers les oulémas et les religieux.
Donc il y avait une tentative, lui-même l'avait dit, mais comme on ne connaît pas la chaîne de commandement de Boko Haram, ce qui a été dit là, et qui est une chaîne de commandement religieuse, on ne savait pas à qui, on ne sait toujours pas à qui s'adresser. C'est-à-dire qu'on a des émirs qui sont des émirs qui sont fluctuants, et le Boko Haram modéré n'existe pas. Voilà. Très bien. Et la troisième question, donc sur la meilleure coordination, je crois qu'elle vous a fait sourire, entre les États, et puis un financement éventuel de l'effort de guerre par un cercle plus large que les 4 pays concernés. 5. Oui, enfin, alors... je ne sais pas quel est votre indicateur sur la coordination. Moi, c'est-à-dire... C'est vous qui êtes allé sur le terrain. Est-ce que vous avez Ouais. l'impression que chacun travaille dans son coin? Est-ce que Bon, ce qu'on voit... Bouhari avec Biya, ça reste... Alors, Bouhari et Biya... Tout le monde sait que Bouhari et Biya, tout le monde sait que Bouhari a participé au coup d'État de 84 contre Paul Biya. Donc, est-ce que ça reste en filigrane? Biya est allé 2 fois en une semaine quasiment à Abuja, c'est-à-dire plus qu'en 40 ans. Donc là, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc ça, c'est un des effets positifs de la coalition, c'est qu'effectivement, on sent qu'en ce moment, le Nigeria et le Cameroun sont plutôt en train de se rabibocher. Ça, c'est la très bonne chose. Bah, en tout cas, déjà que Biya et Abuja, c'est déjà énorme. On peut pas en attendre peut-être beaucoup plus, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a eu un progrès. En revanche, sur la coordination, je reste effectivement un petit peu sceptique. C'est-à-dire que le Tchad, qui était... bon, vous savez, il y a eu 2 échéances présidentielles importantes dans 2 des 4 membres de la coalition, Niger et Tchad. Donc évidemment, les forces de sécurité ont été davantage redéployées en fonction de cet agenda-là. Donc le Tchad, qui était présent dans le nord du Cameroun, s'est retiré, et s'est retiré entre autres de ce que l'on m'a dit parce qu'il se plaignait que le Nigeria ne le laissait pas entrer sur son territoire et ne transformait pas l'essai quand l'armée tchadienne s'emparait de Dikwa, personne n'allait prendre le relais, etc. Donc ils étaient un petit peu fatigués, et puis comme ils avaient l'échéance présidentielle, ils sont repartis au Tchad. Sur le Niger, il y avait aussi d'autres chats à fouetter, et puis la grande menace pour le Tchad, pour le Niger, et ça n'a pas changé depuis des années, c'est pas Boko Haram du tout. C'est le Nord, c'est le Mali, c'est la Libye. Et ça, oui, là, donc l'armée nigériane, elle est quand même assez petite, même si ses effectifs ont augmenté de 50% en 3 ans, ce qui n'est pas négligeable pour un pays pauvre en termes de budget. Mais en termes de coordination, au-delà des effets d'annonce, si vous voulez, au-delà du fait que Biya maintenant aille à Abuja, sur le plan militaire, moi, j'ai pas vu d'amélioration. Mais encore une fois, on peut discuter après des indicateurs. Et sur le financement, c'est-à-dire... Alors, ah oui, sur le financement, oui, un point. Ouais, mais c'est compliqué en 1 minute. Bon, c'est quand même une des rares opérations militaires, entre guillemets, panafricaines. Enfin, il y en a 4 officiellement, il y a le Bénin, mais il n'y a aucune troupe, donc c'est juste pour dire qu'il y en a 5. Mais bon, alors vous le savez, il y a des problèmes institutionnels très forts, puisque d'un côté, on a le Niger et le Nigeria côté CEDEAO, de l'autre côté, on a la CEMAC, Cameroun, Tchad. Donc il fallait trouver une espèce de coquille vide qui permette à tout le monde de se parler. Donc on a pris la commission du bassin du lac Tchad. Ça tombe bien, parce qu'ils étaient censés gérer les eaux du bassin du lac Tchad, mais comme ils ne faisaient plus rien, au moins ça leur redonne une raison d'exister, sauf que le mandat, un peu comme d'ailleurs l'ancienne MGTF, qui avait été montée en 98 pour combattre la contrebande et le banditisme armé, dont le mandat a été terrorisé en quelque sorte. On voit que la commission du bassin du lac Tchad maintenant devient en fait un organisme de lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas ce que la gestion de l'eau va faire là-dedans, comment ça va être géré. Ce sera intéressant de voir comment les 2 mandats vont se distribuer. J'ai comme l'impression que l'un va emporter sur l'autre, mais je me trompe peut-être. En tout cas, on voit qu'il y a énormément de difficultés. Et une des difficultés aussi, c'est qu'effectivement, pour l'instant, cette opération, elle est essentiellement financée par les États de la zone et très peu par la communauté internationale. Alors il y avait des réticences notamment américaines du temps de Goodluck Jonathan parce que l'armée reculait devant Boko Haram, donc en fait les armes qui étaient livrées finissaient dans les rangs de Boko Haram, donc c'était pas vraiment une bonne chose. Et effectivement il y avait tellement de corruption, tellement peu de maintenance, il y a plusieurs hélicoptères qui sont crashés faute de maintenance en fait, que les Américains avaient un peu en fait s'étaient retirés du jeu. Alors actuellement il y a une meilleure impression de la communauté internationale vis-à-vis de Bouhari, donc les Britanniques et les Américains reprennent des coopérations militaires, mais ça reste quand même à un niveau assez faible, si vous voulez. Et il y a eu des déclarations assez récentes qui sont quand même assez claires. C'est pas une menace terroriste globale, Boko Haram.
Et je crois quand même que dans les milieux informés aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, ou même, je l'espère, en France, on a bien conscience que c'est pas une atteinte à notre sûreté nationale que Boko Haram. Donc effectivement, il n'y a pas derrière une dynamique forte pour engager à la fois des hommes sur le terrain. Il y a quelques appuis, mais individuels, on va dire. Bon, il y a 200 Américains dans l'ordre du Cameroun, il y a un peu des gens qui commencent à arriver dans le Borno, mais c'est vraiment très négligeable. Et il n'y a pas, du coup, l'élan pour avoir un vrai appui financier, mais qui bloque aussi pour des raisons de souveraineté. C'est-à-dire que le Nigeria dit, par exemple, je veux bien, financez-moi, mais laissez-moi, donnez-moi l'argent, mais j'en fais ce que je veux. Et l'Union européenne ou les pays européens disent, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Votre armée a quand même commis des crimes de sang, on n'a pas trop envie d'être mêlé à ce genre de choses, donc on aimerait contrôler. Et là, ça bloque aussi pour des raisons institutionnelles, parce que le Nigeria ne veut pas que l'Union africaine prenne les commandes. Et l'Union européenne, elle négocie de pair à pair avec son homologue qui est l'Union africaine. Et tant que le Nigeria n'admet pas que cette opération militaire serait une opération commandée par l'Union africaine, et jamais Buhari, nationaliste, ne l'acceptera, eh bien du coup l'Union africaine ne sera pas aux commandes, et donc il n'y aura pas les financements derrière. Vous voyez, il y a plein de choses qui se cumulent, et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une opération qui est relativement peu financée par la communauté internationale, enfin ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et l'Amérique du Nord, quoi. Bien, Christian, sur ce point. Juste, pour dire que les hommes qui ont été mobilisés dans la IMJ-ITF, là, c'est 8700 hommes, mais comme tu sais, on ne sait pas sur le terrain où ils sont, s'ils sont vraiment là. Donc c'est acté, c'est sur le papier, mais on ne sait pas. Avec les militaires français, je pense que sur le lac, ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Enfin, soyons sérieux, ils ont Barkhane jusque-là. Et quand donc notre président a bien voulu, à un moment donné, être à l'écoute, comme on dit, d'Idriss Déby et d'Issoufou, surtout du Niger, il a dit on va regarder sur le lac. Mais on sent bien que l'esprit n'y est pas, quoi. C'est pas donc Barkhane, oui. Le lac, et on a laissé en fait les Américains s'installer. Ils sont quand même assez nombreux sur Garoua, 300, avec tous les drones qui vont au-dessus de Sambisa et jusqu'au lac. Et c'est dans cette base-là où on entraînait les Camerounais étaient entraînés sur Fouga Magister que les Américains là sont en place. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Bien, je pense qu'il faut en rester là. Il est 19h32. Merci en tout cas de votre présence. Je vous rappelle que beaucoup de ce qu'on a entendu est développé dans ce numéro d'Afrique contemporaine sur Boko Haram, qui est un très bon résumé des compétences que vous avez entendues. Voilà. Et merci à vous.